terrorisme sans tenir compte de la dangerosité de ces discours pour les populations les plus fragiles d'Europe, à savoir en premier lieu les Juifs eux-mêmes et les réfugiés. La négation de l'islamophobie par une grande partie de la gauche radicale comprise, en prétextant qu'il ne serait qu'un racisme anti-arabe renouvelé, niant ainsi que tous les musulmans, présumés musulmans qui seraient victimes d'islamophobie sont visés en tant que tels, ou que derrière les luttes contre l'islamophobie se cachent des islamistes. Les logiques coloniales imprègnent toujours nos sociétés, où sévit un racisme structurel. En tant qu'héritiers et héritières de luttes anticoloniales, nous nous battons contre ces mécanismes de domination. Ce sont sur ces bases que Génération Palestine élabore ses actions et construit sa solidarité avec les Palestiniens et Palestiniennes. Notre engagement vise à soutenir les victimes des racismes ici et là-bas, et ça commence par leur droit à décider de la fin de leur résistance. Parce que la solidarité est une arme, nous appelons donc à la chute de l'apartheid et de la ségrégation en Palestine, en France et partout dans le monde, à la fin de l'état d'urgence, à la fin des poursuites des militants BDS et la criminalisation du mouvement de boycott d'Israël, à la chute du mur de la honte en Cisjordanie et à Gaza, à la chute de tous les murs en Inde, aux États-Unis jusqu'en Chine, à la chute du mur mental qui amalgame les antisionistes aux antisémites, car nous militons pour la paix et l'égalité. Dans les prochains jours, nous vous inviterons à participer à l'Israeli Apartheid Week, la semaine contre l'apartheid israélien, événement que Génération Palestine et d'autres organisations militantes organisent en mars prochain. Et à cette occasion, nous avons invité Christian Davis-Bellet, militant du groupe Black for Palestine. Merci. La xénophobie et l'islamophobie, nous voulons insister, s'il y a bien une victime aussi de ce racisme d'État qui se met en place et petit à petit depuis plusieurs années, ce sont les migrants qui arrivent ici par des moyens au péril de leur vie souvent, et qui sont victimes, après une fois être arrivés ici, des agressions racistes de l'État et de groupuscules fascistes comme Pegida qui voulaient se rassembler ici aujourd'hui et qui a rassemblé aujourd'hui encore à Calais. Donc la coordination des groupes anarchistes maintient et appelle à soutenir les migrants par tous les moyens et surtout ne pas attendre de l'État qu'il fasse quoi que ce soit. Nous voulons vraiment mettre en place des initiatives populaires pour aider les migrants à tous les niveaux. Ils ont besoin de papier, ils ont besoin d'hébergement. Or, l'État et les associations ne font rien. C'est à nous, c'est à notre niveau, et on est dans les migrants sur le terrain et dans les quartiers qu'on pourra arriver à des solutions concrètes. Voilà, nous rappelons que dans le cadre de la lutte anticoloniale, nous organisons aussi une manifestation et un rassemblement, une table ronde contre l'islamophobie UCICP le 14 mars. Merci. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents quand même. Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui? Levez tous les bras pour voir s'il y a du monde. Levez les bras pour faire voir au voisinage qu'il y a du monde. Waouh. Merci. Non, on va pas rester juste. C'était Timothée. Venez, on va se faire la base. Ouais. Bon, enfin, non. Va t'asseoir, toi. Moi, je vais parler pour Solidaire étudiante, un syndicat de lutte sur les facs partout en France. Alors, je vais pas être longue, je vais juste être là pour dire qu'on est solidaire avec toutes les luttes antifascistes, contre l'extrême droite, contre l'islamophobie, contre toutes les formes de racisme. Juste pour préciser, le CCIF, donc le collectif contre l'islamophobie en France, avait relevé qu'en 2014, 11% de l'augmentation des actes islamophobes avaient lieu dans l'enseignement supérieur. Donc en fait, il y a un vrai enjeu pour nous, syndicats étudiants, à s'emparer de ces questions, à travailler contre l'islamophobie dans nos facs. Par exemple, c'est le cas d'étudiants voilés virés, insultés, agressés, comme à Lille 2, à Paris 3. Il y a donc voilà un intérêt pour nous à s'approprier ces luttes-là, à travailler avec les gens qui sont ici. Et ce contexte de hausse d'actes islamophobes va de pair avec
une offensive des groupuscules d'extrême droite sur les universités, l'Action française. Il y a également, bon, c'est pas un groupuscule, mais il y a l'Uni qui raconte n'importe quoi sur ses campagnes, type 98% d'augmentation de l'islamisation, vous trouvez ça normal, je sais pas quoi, on sait pas d'où ils sortent ces chiffres, etc. Mais bon voilà, il y a ce climat-là vraiment horrible, et nous en tant que syndicat étudiant antifasciste, on oppose à toutes ces idées-là, au contraire, l'auto-organisation des étudiantes et des étudiants et la solidarité. Tu l'enregistres ou pas? Bien sûr que je suis enregistré. Attends, vas-y, arrête. Et il salue celles et ceux qui sont rassemblés aujourd'hui contre l'islamophobie ici, mais au-delà, il salue celles et ceux qui se rassemblent contre l'islamophobie un peu partout. Quand je dis un peu partout, c'est parce que Pédiga a décidé de manifestations dans 14 pays d'Europe, notamment en Allemagne, notamment à Dresde, où ils attendent environ 15 000 personnes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à Dresde, on attend autant de personnes pour manifester contre Pédiga. Ça veut dire que l'islamophobie rampante, qui s'insinue par tous les ports de cette société, d'en haut jusqu'en bas, de l'État jusqu'à l'ensemble des institutions, et qui draine y compris la population, comme on a pu voir à Ajaccio. Ça veut dire qu'il y a aussi des contre-manifestations, il y a des gens qui décident de se lever, et ça veut dire qu'on a aujourd'hui un impératif à pouvoir travailler les convergences le plus possible. Je le dis parce que ceux qui nous donnent le calendrier, le tempo, qu'on le veuille ou pas, ça reste l'extrême droite, qui s'est réunie il n'y a pas très longtemps, qui s'est réunie la semaine dernière à Milan avec le Front National, et ce qui fait aujourd'hui le ciment entre toutes les extrêmes droites en Europe, c'est deux choses. Ce sont les migrants et c'est l'islam. Ce qui veut dire concrètement que nous sommes amenés à travailler les solidarités à l'égard des musulmans ou des considérés comme tels aujourd'hui en France et ailleurs, et à l'égard des migrants. C'est un devoir qui nous est imposé, quelle que soit notre histoire politique, syndicale, associative. C'est-à-dire qu'il en va de la dignité de tout un chacun. Le deuxième élément, ce serait une erreur sans doute de vouloir faire croire que le danger ne vient que de l'extrême droite. Aujourd'hui, on a un gouvernement socialiste qui a décidé de structurer encore un peu plus le racisme d'État, avec cet état d'urgence qu'il constitutionnalise, avec y compris la déchéance de la nationalité, pour les binationaux ou pas, comme dirait l'autre symboliquement le mammifère, on a bien compris qu'on visait une catégorie de la population dans ce pays, à savoir les musulmans, les arabes, les noirs, les roms, les habitants et les habitantes des quartiers populaires. On a bien compris que ce racisme structurellement d'État est devenu par ailleurs systémique, c'est-à-dire qu'il existe dans tous les pans de la société. Ce sont les discours idéologiques qu'on nous sert. Ce sont les Zemmour, les Welbeck, les Finkielkraut, qui dégueulent la même chose, parfois voire pire que le Front National à l'égard de l'islam et des musulmans. C'est évidemment un ensemble de journalistes. C'est l'ensemble de ces discours qui sont proférés aujourd'hui par tous les politiques qui ont décidé que 2017, les présidentielles, ne se joueront pas sur plus ou moins de chômage, sur plus ou moins de précarité, sur plus ou moins de logement, sur plus ou moins de services publics, mais ça se jouera sur plus ou moins de migrants, sur plus ou moins de visibilité des musulmans et des musulmanes. Voilà leur calendrier qu'ils vont nous imposer dans les années à venir. Ce qui veut dire très clairement que la politique, on va devoir en faire de manière responsable, en serrant les coudes. Et serrer les coudes, ça veut dire une chose: arrêter de tortiller du cul pour savoir si dans les quartiers populaires, quand ça brûle, si c'est politique ou si c'est pas politique. C'est évidemment politique, parce que dans les quartiers justement, on aura compris, et ça fait un paquet d'années, que la gauche et la droite, c'est pareil, que la gauche et la droite, même les mêmes politiques répressives,
éducatif et de caste social et de racisme délétère ambiant partout. Et que dans ces quartiers-là, parce qu'évidemment, il y a toutes les raisons que ça brûle de nouveau, parce que les violences policières sont à l'ordre du jour, particulièrement quand ce gouvernement socialiste a décidé de faire voter ce que la droite et l'extrême droite n'ont même pas osé. Ils en avaient rêvé, à savoir la présomption de légitime défense pour les flics. Quand on sait que ces mêmes flics ont voté par ailleurs à 70% pour le Front National aux dernières élections, 50% quand on tient compte des retraités. Ce qui en dit long d'ailleurs sur cette putain de police républicaine qu'on veut nous vendre la main sur le cœur. Ça en dit long quand on nous raconte l'histoire à l'envers. Voilà pourquoi il faudra être nombreux du côté de la famille d'Amal Bentoussi qui est venu se battre dans un tribunal pour expliquer que son frère, il a été abattu par un flic d'une balle dans le dos. Et ça, ce sont les expertises médicales et en tout genre qui parlent. Il fallait voir au procès, par ailleurs, et Amal s'excuse de ne pas être là, mais elle vous fait dire cela. Très clairement, la justice a fait la démonstration à l'insu de son plein gré que c'est bien un flic qui a tué un arabe parce qu'il courait, parce qu'il se sauvait et qui voulait régler des comptes avec lui-même, son histoire ou je ne sais quoi. Mais le problème, c'est pas le problème de ce flic-là ou d'un autre flic ou de quelques flics qui vont dégainer un peu plus vite que les autres. Le problème, c'est ce racisme structurel qui fait que quand un flic tue, les collègues sont solidaires, les syndicats sont solidaires et appuient, la justice sont solidaires, les gouvernements sont solidaires, les médias suivent. Voilà le problème qui est posé, les ordres structurels. Voilà pourquoi, encore une fois, on a de quoi faire du lien entre toutes nos luttes, des migrants jusqu'au quartier populaire, contre l'islamophobie. Ce rendez-vous n'est qu'un premier rendez-vous, on se retrouvera. Il avait pas besoin d'un micro, il voulait tellement fort dans ce là. Ah, moi aussi. Venir pour le nouveau parti anticapitaliste. Donc moi je suis venu spécialement de Calais aujourd'hui. Donc sachant que donc du coup c'est un petit peu l'épicentre on va dire de ce qui se passe à l'heure actuelle vis-à-vis de la lutte des migrants, de la lutte mais aussi de la lutte des sans-papiers en général, et je pense aussi que ça va devenir un épicentre qui politiquement parlant devient de plus en plus un fiasco. En fait, en vérité, si on est là aujourd'hui en tant que NPA, mais c'est valable pour tout le monde, c'est pour dénoncer le fait qu'à l'heure actuelle, l'islamophobie, elle se banalise, et l'islamophobie, surtout, elle bénéficie même de complices qui se cachent en vérité dans ce qui se revendique être la gauche, mais qui n'a absolument rien de gauche. Hein. Cette gauche institutionnelle qui va nous dire que l'islamophobie n'existe pas, qu'il y a tous que les gouvernements mènent des politiques islamophiles, ce genre de choses. Je pense qu'on doit dénoncer ça parce qu'en fait, en vérité, il y a de plus en plus de personnes qui vont subir cette oppression qu'est l'islamophobie. Il y a de plus en plus, on le voit, je veux dire, l'islamophobie, c'est des dizaines d'agressions, c'est des dizaines d'agressions qui conduisent à parfois des choses qui sont extrêmement graves. Je pense que, en fait, en vérité, si on ne se rassemble pas face à ce nouveau racisme qui n'est pas très nouveau, mais on va dire qui devient le fer de lance de toute l'extrême droite actuelle, je pense que malheureusement ce sera une occasion manquée de dénoncer toutes les formes de racisme, parce que je pense qu'il ne faut pas faire d'hiérarchie. On est là ici pour dénoncer l'islamophobie, pour dénoncer le racisme, mais on est aussi là pour dénoncer l'antisémitisme, on est aussi là pour dénoncer toutes les formes de racisme, toutes les formes d'oppression spécifiques. Nous, on est aussi là pour s'opposer au sexisme, on est aussi là pour s'opposer à la LGBT, à l'homophobie, à la transphobie, à la biphobie, à toutes les oppressions spécifiques qui peuvent toucher des personnes. Et je pense que c'était un message important. Là, on vient de m'envoyer des nouvelles de Calais. Le mouvement Pegida, qui a organisé du coup un rassemblement et qui comptait défier Cazeneuve, vient en fait de voir une vingtaine de ses militants conduits directement en garde à vue. Je pense que c'est une assez bonne nouvelle. Mais ce que je voudrais dire aussi sur la situation vraiment calaisienne, c'est qu'on commence de plus en plus à se retrouver en difficulté. Les groupuscules d'extrême droite prolifèrent et deviennent de plus en plus violents à travers des groupes comme les Calaisiens en colère ou Sauvons Calais qui n'hésitent plus à s'organiser en milice, qui n'hésitent plus à s'organiser
qui n'hésitent plus à s'organiser d'un certain nombre de manières pour directement venir cogner du coup des migrants. Là encore, il y a 3 Syriens qui sont à l'hôpital alors où je vous parle, grièvement blessés en plein centre-ville en pleine nuit. Ce genre de comportement, d'attitude vis-à-vis des migrants commence à se banaliser. Et je pense que si on s'oppose pas, si on n'essaie pas de créer un front et si on ne dit pas haut et fort qu'on est solidaire vis-à-vis des migrants, malheureusement ça continuera à se banaliser et on va encore taper sur les mêmes têtes, c'est-à-dire les têtes de personnes qui fuient des guerres, c'est-à-dire les têtes de personnes qui sont en galère pour la plupart depuis leur naissance. Et moi, étant donné que quand même je suis dans l'épicentre et que j'en côtoie énormément, je pense qu'on peut plus tolérer ce truc-là. Je pense qu'on doit construire vraiment quelque chose de masse. Et donc je vous invite à être nombreux et nombreuses à suivre les actualités calaisiennes, mais à suivre les actualités de la vie des migrants en général et à être comme aujourd'hui nombreux dans la rue pour s'opposer à tous ces mouvements de haine. Pour la lutte des migrants. Je vous propose qu'on continue d'écouter. Ça t'emmerde? Non, putain, non, mais attends, taisez-vous. Oui, non mais... Il y a que très... Demdoukara, 1675, coordination des sans-papiers. Et d'ailleurs, je remercie à tous les citoyens, à toutes les citoyennes. Et je remercie toutes les personnes qui courent derrière nous, nuit et jour, pour la question des sans-papiers, et la question des réfugiés, et la question des islamophobie. On remercie toutes les personnes qui courent avec nous depuis Alpazor, Jardin de Or, jusqu'à l'occupation del Caser, jusqu'à l'occupation de lycée Zangueri et jusqu'à la place de la République. On remercie tous les citoyens et toutes les citoyennes. Aujourd'hui, nous les sans-papiers, d'ailleurs on commence par notre pays, parce qu'on était mal vivre là-bas, souffrir, et on est sorti chez nous, c'est à cause de 2 choses. Première chose, il y avait des déserts, on ne voit plus les lits là-bas. Tu travailles nuit et jour, tu ne trouves rien. On est obligé de voyager. Le voyage, on a commencé par la Maghreb arabe. D'ailleurs, on est parti. Moi, personnellement, je suis parti Libye, Tunis, Maroc, Alger. Et après, je me suis retourné vers Afrique. Presque toutes les Afriques, presque j'ai été. Toujours je me sens que toujours j'ai manqué des choses. Toujours je suis même chose. Rien n'est pas censé dans ma vie. Après je me suis dit, maintenant il faut que j'essaie tout pour rentrer en Europe. En 2000, je suis parti en Maroc. Je reviens jusqu'à Espagne. On m'avait retourné, je me suis retourné encore. Encore une fois, je l'avais commencé encore, ça a été même chose. Finalement, en 2001, je me suis retourné à Mali, au Bamako. Comme par hasard, je suis parti à l'ambassade de France. Je me suis trouvé en visa pour venir en France. Depuis 2001, je suis là, je suis sans papier. Je suis mal logé. Je me suis dormi dans la rue, sans travailler. Et aujourd'hui, le 8 décembre, c'est mon papier, c'est à cause des citoyens et le soutien qui est derrière moi. Je me suis régularisé et je les remercie de ce soutien. Je les remercie, je finis par aimer. Tout à l'heure, je commence à notre coordination. Sissoko Ansoumane, il est au voyage aujourd'hui, il doit être là, mais il est au voyage. Elle m'a appelé, elle m'a dit il faut que j'entre là, raison pour laquelle je suis là, et je viens avec mes amis et mes collègues de CSP. On est venu pour vous dire que merci à tous les citoyens, à tous les citoyennes qui courent derrière nous. Et aussi, on est juste à maudire le gouvernement comme tel. Peut-être il y a des personnes ici qui sont dans le gouvernement qui nous excusent.
Donc, mais on ne vous le dire parce qu'on nous a promis en 2008, on nous a promis en 2007, parce que je me rappelle, élection 2012, nous les SSP, on a engagé M. Hollande et son gouvernement pour sensibiliser tous les doubles nationalités qui venaient de notre pays en disant qu'il faut voter pour Hollande. Et maintenant, ils sont tous votés pour Hollande. Hollande il est devenu président. À la place des Bastilles, ce qu'il nous a dit, si vraiment les Français et les étrangers des Français qui est prêt pour changement, il est prêt à changer en France. Et finalement, ce qu'on a vu, jour comme aujourd'hui, Hollande il avait retourné vers nous, nous les sans-papiers et nous les révisés. On est des mal à vivre un jour comme aujourd'hui. Et chaque jour, on voit la camion de Philippe devant toutes les foyers pour faire le contrôle des papiers. Il nous a arrêté plusieurs sans-papiers qui étaient envoyés au Sénégal. À ces 2 semaines, ils sont partis jusqu'à la foyer porter la Villette, qui a arrêté 4 sans-papiers, qui a été gardé à vue pendant 72 heures. Nous, les sans-papiers, on a dit non, et tous les citoyens qui derrière nous, on a dit non, M. Hollande, qu'ainsi ce qu'il nous a promis, c'était ça nous on voulait. Je n'ai pas seul, peut-être mes camarades qui voulaient parler, peut-être tout à l'heure, je vais les passer la téléphone, et je les remercie. Mademoiselle Sarah, elle est là juste à côté de chez vous, qui était comme ma sœur nuit et jour, à toutes les manifestations, à toutes les actions, qui disent que Demba a vérité sur toi. On se met dès que les flics arrivent, il faut qu'ils viennent nous voir. Je les remercie 1000 fois et merci à tous les citoyens qui sont devant nous. On remercie encore à toutes les personnes qui sont là. Et lutte continue, papier pour tous. La responsabilité de tous ces bouger. Je pense qu'on est tous conscients qu'il va falloir faire en sorte d'additionner nos forces, de créer, je dirais, un vrai bloc d'unité. Et quand je parle de bloc d'unité, c'est que mon constat actuellement, c'est que j'en ai un petit peu marre de bouger uniquement sur les discriminations qui me touchent directement, que ce soit l'islamophobie ou la négrophobie. La dernière fois, je me suis trouvé à Calais. Malheureusement, je ne savais pas que j'essayais de protéger des fachos. Mais mon premier réflexe, c'était de protéger les autres, pour d'éviter que ça parte en couple. Et que la situation s'envenime et se retourne contre les réfugiés. Il était là, mon réflexe. Aujourd'hui, je me fais insulter le négro, le négresse, par ces mêmes fachos. C'est pas grave, c'est pas le problème. Mais mon problème, c'est de pouvoir trouver une solution pour ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont dû quitter malheureusement leur terre, bombardés par une politique qui entre autres est menée par notre cher et tendre pays, la France. Et moi, mon inquiétude, c'est est-ce qu'on va continuer à se regarder les antifas d'un côté, les organisations contre l'islamophobie de l'autre, contre la négrophobie de l'autre. Est-ce qu'on va continuer à avancer en étant partitionnés comme ça? Je pense que c'est pas la bonne solution. Moi, quand je prends des positions, c'est pas en tant que Renoir ou en tant que musulman. C'est en tant qu'homme. Moi, c'est ce qu'on m'a inculqué comme valeur. Protège ton prochain, aime ton prochain. Mais là, j'ai l'impression que de plus en plus, on se retourne les uns contre les autres. Et je me bats aujourd'hui, parce que je suis issu d'un quartier populaire, pour essayer de faire sortir les habitants des quartiers populaires. Prisonniers de leur quartier. Mais moi, j'ai fait l'effort de sortir de mon quartier. Et quand je suis sorti de mon quartier, j'ai remarqué et constaté qu'on n'était pas les seuls à avoir des problèmes. Je suis sorti de ma bulle.
c'est pas parce que je suis noir et musulman que forcément, je vais baisser les bras et me dire, ouais, c'est peine perdue, je vais pas me battre. Non, je suis sorti de mon quartier, j'ai été chercher d'autres citoyens qui avaient des problèmes, avec qui je pouvais m'additionner et avec qui je pouvais mener des combats. Là, j'ai répondu présent à l'appel, parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de prendre position et j'ai l'habitude d'être dans l'action, pas de prendre la parole. Localement, j'ai mené des actions politiques. Ça a donné ce que ça a donné, mais mon objectif, c'est pas de rentrer et prendre ma carte à gauche ou à droite. Mon objectif, c'est de me débarrasser de ces cols blancs qui nous cassent la tête. Ces politiques qui, aujourd'hui, sont responsables de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais je ne veux dire pas que. Et si nous, on continue à rester les bras croisés, mains dans les poches, chacun dans son coin, et le combat, c'est eux qui le mèneront, c'est eux qui continueront à nous orienter, nous désorienter. Après, je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la science infuse. Mais j'ai pas peur de le dire. J'espère pouvoir le vivre. Mais j'espère qu'un jour on réussira à retourner l'Élysée. À vraiment se débarrasser de ces cols blancs. Et ce ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Parce que je suis un homme d'action, un homme de terrain. Mon objectif, c'est que demain, les futures générations, et surtout, là je m'adresse à ceux qui vivent et subissent dans le quartier populaire, cessent de se retourner la violence contre eux-mêmes, contre nous-mêmes. Mon objectif, c'est de leur apporter les éléments, les arguments pour convertir cette violence intérieure. Le fait de subir, le fait d'intérioriser, à un moment donné, on pète un câble. On a envie de tout exploser. Je suis passé par là. J'aurais pu finir délinquant. J'aurais pu moi aussi vouloir cette ambition de mener des vies de rêve. Taxer tout mon argent pour obtenir. Eh ben non. J'étais bien entouré, j'étais bien conseillé. Et j'ai suivi des exemples, malheureusement, qui pour la plupart du temps ne sont pas des exemples qui ne sont pas issus de notre société française. J'ai suivi des modèles anglo-saxons et de ma terre d'origine, l'Afrique. Et là, je parle plus précisément du mouvement des Black Panthers, je parle de Sankara. Je pense que ces noms-là ne sont pas inconnus. Les gens qui ont mené des combats, une certaine réflexion, qu'on doit aujourd'hui amener sur un terrain qui est miné. On est sur un terrain miné. Je ne vais pas vous refaire le discours de ce qui s'est passé l'année dernière. 2015 a été une sale année. 2016, je ne sais pas ce qui nous attend encore. Mais si on ne fait pas l'effort de sortir de nos cases, de nos banderoles, de nos appartenances X ou Y, on continuera à perdre du temps. On continuera à perdre du temps. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de me fédérer avec un maximum de citoyens qui ont cette ambition, qui ont cette volonté à vouloir bousculer les choses, changer les choses. Je ne vais pas parler de radicalisme, je ne vais pas parler de faire les choses, je dirais, dans le pacifisme. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être pacifique ou radical? Ça ne veut rien dire. Parce qu'au-dessus, on est gouverné par des gens qui sont dans le radicalisme. On nous parle d'état d'urgence. Je suis né en 79. Le temps que je prenne un petit peu de conscience pendant mon adolescence, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, l'état d'urgence, je l'ai toujours vécu, moi. Les contrôles intempestifs, je les ai toujours vécus, moi. Les outrages à agents, j'en ai mangé plein la gueule aussi. Les gardes à vue aussi. Le mépris des cols blancs, je l'ai vécu aussi. Donc aujourd'hui, je veux dire, on est nombreux, parce qu'il y a quand même du monde qui a pu faire l'effort de se déplacer. Mais normalement, on devrait être encore plus nombreux. Normalement, on devrait bloquer cet espace. Normalement, on devrait bloquer cet espace. Qu'il n'y ait plus de circulation, que les gens cessent de passer comme si de rien n'était. Parce qu'on est en 2016.
Et malheureusement, c'est une réalité. Quand on essuie des injustices, des inégalités, de plus en plus, c'est là où on se rend compte que j'aurais dû me battre avant. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Il ne faut pas attendre. Donc je vous remercie pour votre attention, l'écoute, et j'espère que on aura toute cette endurance et cette volonté à mener tous ces combats respectifs. Et je vous demanderai une dernière chose, le bon point. On est tous ensemble. Que ce soit musulmans, athées, chrétiens, juifs, tout ce que vous voulez, nains, handicapés, on est tous ensemble. Tous ensemble. Merci à vous. Deux messages à passer de CSP. Oui, excusez-moi, parce que tout à l'heure je viens de parler, mais je voulais vous dire un message. C'est que l'UNSP, ça veut dire l'Union nationale des sans-papiers, on avait organisé une manif le 12. Le 12 février, il y a une manif qui a été organisée. Rassemblement à la place de la République à partir de 14h. Et aussi le 30, il y aura d'autres manifs encore. Et le 30, on ne sait pas exactement c'est où le départ de la manif, mais le 19 quand même, il y a une manif qui départ de place de la République jusqu'à le bureau de solidarité transport. Je voulais le bureau là, je voulais ce nom, mais voilà. Ça c'est que la solidarité transport, ça a été voté à la Parlement semaine passée, et l'aide médicale de l'État. Nous on sait ce qu'il a financé solidarité transport et l'aide médicale de l'État. C'est pas le gouvernement qui n'est pas financé cette aide médicale de l'État. Il y a des associations qui sont créées en 2007 à l'occupation bourse de travail. Je me rappelle bien, il y avait des associations qui ont engagé, qui nous finançaient. Quand nous tous tombions des malades dans l'occupation, ils ont financé cette aide médicale de l'État pour les sans-papiers qui peuvent pouvoir soigner. Et après, maintenant, comme vous dites, ça c'est qu'avant tout, en 1996, il y avait les socialistes qui étaient le pouvoir encore, à l'occupation de l'église Saint-Bernard. Donc, il y aura réunion le 11 février, 3 rue de Château-d'Eau, bourse de travail, pour l'organisation des 20 ans de Saint-Bernard. Je vous rappelle que toutes les personnes qui l'ont été à partir de 19h, il y aura une réunion qui parle de ça. Aussi le 9, mardi le 9, il y a une autre réunion pour ici. C'est l'UNSP qui va réunir. Donc tous les citoyens qui sont disponibles aussi à partir de 19h pour parler de Saint-Bernard. Ça c'est que Saint-Bernard, c'est notre famille qui est occupée à Saint-Bernard en 1996. Depuis en 2011 jusqu'à maintenant, chaque année, l'UNSP, ils vont fêter à Saint-Bernard. Et cette fois, il y avait un ancien sans-papier de Saint-Bernard qui nous a appelés, qui a besoin de fêter à Saint-Bernard. Il y a des camarades, il y a des personnes qui étaient retraitées, ils sont partis au Mali, ils sont tous organisés pour venir à la journée de manifestation. Donc dès maintenant, nous les sans-papiers et nous les collectifs et les associations qui ont commencé le travail d'ici pour organiser à la 20 ans de Saint-Bernard. Donc on invite tout le monde le 11 février à 19h, 3 rue de Château-d'Eau, à la place de la République. Et le 19 prochain, c'est une manif de l'UNSP. Donc tout le monde est invité à 14h à la place de la République aussi. Et merci beaucoup. Aujourd'hui rassemblés, c'est pour dénoncer l'islamophobie et le racisme ambiant qui règne en France, mais également dans l'Europe entière. En effet, le mouvement Pegida, mouvement raciste connu pour ses positions anti-migrants et islamophobes, a appelé à une mobilisation européenne ce 6 février. On peut donc constater que les racistes et les fascistes s'organisent et se coordonnent dans toute l'Europe. Ils ont le vent en poupe.
L'extrême droite progresse dans les urnes, dans les têtes, leurs thèses sont reprises par toute la classe politique, de droite comme de gauche, et jusqu'au plus haut lieu du pouvoir. Les cibles sont toujours les mêmes, musulmans, roms, migrants, habitants des quartiers populaires. Les attaques envers ces populations ont redoublé depuis les attentats et leur instrumentalisation politique. En effet, l'état d'urgence et son lot de perquisitions, assignations à résidence, totalement arbitraires, a ajouté une couche dans ce climat délétère sous couvert de lutte antiterroriste. Nous devons donc organiser la riposte. Elle ne passera que par l'organisation des premiers concernés, et c'est dans cette optique que ce rassemblement a été organisé. Au-delà des postures morales, nous nous inscrivons dans un combat politique et populaire, dans les rues, dans les écoles et sur nos lieux de travail, et ce, partout, de Calais à Athènes. Merci.